Où est le tireur? La voix du chef d'équipe SEAL se précipita dans la radio, tendue et saccadée, juste au moment où un autre coup de feu fendait l'air et abattait son éclaireur derrière un mur de boue à l'extérieur de Hérault. Personne ne la voyait. Le sergent-chef Lena Grave était restée silencieuse dans le canal d'irrigation pendant 3 heures, son corps dissimulé sous la surface à l'aide d'un recycleur, son fusil étroitement enveloppé dans un étui étanche. Le tireur d'élite taliban qui avait piégé toute une section SEAL se croyait intouchable, perché à près de 890 mètres de distance. Il n'entendit même pas le coup qui l'acheva. Mais les SEALS, eux, l'entendirent. Ils entendirent le doux murmure sur les communications, cible abattue. Ghost 206 terminé. Pendant 6 mois, ils avaient échangé des rumeurs sur Ghost 206, le tireur fantôme qui sauvait des hommes des embuscades mais ne laissait aucune trace. Quand la vérité éclata, les mâchoires tombèrent. Personne ne voulait croire qu'un sergent-chef de l'armée de 28 ans venait de secourir les guerriers les plus redoutés de l'Amérique. Fort Dominion, Virginie, de nos jours. Le sergent-chef Grave se tenait droit dans la salle de conférence du commandement conjoint des opérations spéciales. Son uniforme de cérémonie était lourd de décorations que la plupart des soldats n'apercevraient jamais au cours de leur vie. À seulement 28 ans, ses traits natifs acérés, endurcis par des déploiements dans d'innombrables zones de combat, racontaient l'histoire de quelqu'un qui avait vécu bien au-delà de son âge. Elle avait été retirée de son poste d'enseignement à l'école de tireurs d'élite de l'armée pour cette réunion. Et comme le narrateur des contes du vieil Bill vous le rappellerait, que vous écoutiez depuis la Californie, New York, ou n'importe où à travers le pays, vous êtes sur le point d'entendre une histoire que peu ont jamais connue. Devant elle étaient assis 15 hommes, des opérateurs de la Delta Force, des commandants SEAL, des chefs d'équipe des Bérets Verts, tous évaluant si elle était la réponse à une mission que personne d'autre n'osait toucher. Ils avaient besoin d'un fantôme. Quelqu'un qui pouvait disparaître dans les rivières, dans la terre, dans le pur néant. Quelqu'un qui avait déjà passé 4 années incessantes intégré au JSSE, menant des missions seul dans des endroits où le soutien n'était rien de plus qu'une condamnation à mort. Le général ouvrit son dossier et en parcourut les pages. 3 étoiles de bronze avec un signe de bravoure. Une étoile d'argent en attente d'amélioration. Une liste stupéfiante d'engagements confirmés en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Mais ce que le dossier ne révélait pas, c'étaient les missions qui n'avaient jamais officiellement existé, les éliminations invisibles qui avaient sauvé des sections entières, ou la raison pour laquelle les opérateurs murmuraient à propos d'une figure qui se déplaçait comme la mort à travers l'eau. Ils l'avaient baptisé le spectre de la rivière. Ghost 206 était son indicatif d'appel, mais sa légende s'étendait plus loin. Le parcours de Lena avait commencé dans la réserve Lakota du Dakota du Sud, où son grand-père, un tireur d'élite des Marine Force recon de l'époque du Vietnam, l'avait recueilli après la mort de ses parents. Il lui apprit plus que tirer. Il lui apprit à lire le vent en observant l'herbe se courber, à étudier son pouls jusqu'à ce que même les battements de son cœur disparaissent, à se fondre dans le paysage qui l'entourait. Plus que cela, il lui enseigna la vérité de l'eau. Leurs ancêtres avaient toujours compris les rivières. Elles n'étaient pas des obstacles. Elles étaient des chemins. Elles étaient des boucliers. Elles étaient des armes. À 14 ans, elle pouvait retenir sa respiration pendant près de 4 minutes, abattre un cerf en pleine course à 400 mètres, et suivre un homme à travers une forêt dense sans casser une seule brindille. À 18 ans, elle s'engagea non pas dans les marines, bien que la tradition familiale le suggérât, mais dans l'armée car elle lui offrait une place garantie à l'école de tireurs d'élite. À Fort Benning, les instructeurs jurèrent n'avoir jamais vu quelqu'un tirer comme elle. Ce n'était pas seulement de la précision. C'était de l'intuition, comme si elle voyait la trajectoire d'une balle avant même qu'elle ne quitte la chambre. Sa réputation se solidifia lors de son 2e déploiement en Afghanistan, attachée au 3e bataillon de Rangers. Elle passa 9 heures épuisantes, à moitié immergée dans un fossé d'égout, attendant le tir parfait qui éliminerait une cible de grande valeur. Lorsque la mission fut terminée, le capitaine des Rangers lui-même rédigea sa recommandation pour l'évaluation du JSOC. Peu de temps après, elle devint la plus jeune soldate jamais admise dans leur programme de tireurs d'élite. Mais la légende de Lena Grave s'enflamma véritablement lors de l'opération Iron Thunder en Syrie. Elle s'était ancrée dans l'Euphrate pendant 14 heures sans interruption, servant de surveillance aérienne pendant qu'un escadron de la Delta Force luttait pour sa survie. Au cours de cette seule opération, elle neutralisa 7 combattants de l'EI qui avaient tendu une embuscade à l'unité. Son tir confirmé le plus long ce jour-là s'étendait sur 1240 mètres,
effectué avec un Remington MSR chambré en 338 Lapua Magnum, chargé de munitions de match fabriquées à la main. C'était le genre d'élimination de précision que d'autres considéraient comme mathématiquement impossible. Pourtant, Lena l'a exécuté sous le feu et avec une fatigue due à l'humidité. Le général ferma finalement son dossier, ses yeux se plissant en levant les yeux. « Sergent-chef grave, commença-t-il. Nous avons une situation. Un commandant renégat des forces spéciales afghanes, un de nos propres stagiaires, a saisi 32 contractants américains dans la province de Helmand. Il connaît notre doctrine, nos mouvements, notre plan de jeu. » Les mots du général portaient un poids plus lourd que les rubans sur la poitrine de Lena. Il a déjà anéanti 2 équipes SEAL que nous avons déployées, intervint un capitaine de la marine d'un ton sombre. Nous avons besoin d'une réponse qui ne corresponde pas au moule habituel. Tous les regards se tournèrent vers Lena alors que des images satellites remplissaient la pièce. Un complexe lugubre s'élevait du milieu de champs de pavots infinis, des canaux traversant son périmètre comme des veines. Les tours de guet chevauchaient des champs de tir, et les voies d'évasion étaient presque inexistantes. Le commandant taliban fut identifié comme Karim Dastan, un nom que Lena reconnut immédiatement. Il avait autrefois été formé à Fort Bragg avant de trahir tout ce qu'on lui avait appris. Les SEALS ont tenté un assaut aérien, expliqua Hay. La Delta propose une intrusion nocturne. Les deux nous coûteront des vies. Dastan sait exactement comment ces 2 équipes opèrent. La voix de Lena coupa le silence. Quelle est la température de l'eau dans ces canaux? La question glaça la pièce. Un commandant de la Delta Force ricana. 16 degrés Celsius en octobre. Vous ne pouvez pas être sérieuse. L'exposition à cette température est un suicide. L'hypothermie s'installera rapidement. Avec l'équipement et le conditionnement approprié, répliqua Lena calmement. Je peux tenir 4 à 5 heures. C'est suffisant pour infiltrer, se positionner et démanteler son commandement. Donnez-moi une équipe de soutien de 2 hommes, mon MSR, et 12 heures de préparation. Pas d'hélicoptère, pas d'intrusion, pas de fusillade rangée. Le capitaine SEAL fronça les sourcils. Les canaux varient en profondeur. 1,20 m à certains endroits, 1,80 m à d'autres. Vous risquez l'exposition. Pas si je me déplace la nuit et que je m'installe avant l'aube, rétorqua Lena. Les canaux transportent des débris et du limon. C'est de la dissimulation si vous savez comment l'utiliser. Et je sais. Le général se pencha en avant. Ces mots suivants effacèrent le dernier soupçon d'hésitation. Les otages incluent la nièce du secrétaire à la Défense. Nous avons reçu l'ordre de les récupérer dans les 72 heures. Si le plan échoue, commença-t-il. Il n'échouera pas, l'interrompit Lena. Sa voix était glaciale. Je n'échoue pas, monsieur. Je m'adapte. Je m'ajuste. Je finis. Un commandant de la Delta Force ricana. Aucune femme n'a jamais. Son regard croisa le sien, aussi acéré qu'une lunette de fusil. Le genre ne presse pas la détente, commandant. L'entraînement le fait. La patience le fait. Ou préféreriez-vous envoyer une autre équipe juste pour qu'elle meure? La pièce devint silencieuse. Dehors sur le balcon, Lena se tenait seule, regardant le soleil se coucher sur Fort Dominion. Son esprit vagabonda vers la dernière leçon de son grand-père avant que le cancer ne l'emporte. La rivière ne combat pas les rochers, mon enfant. Elle coule autour, sous et à travers. Sois la rivière. Elle était la rivière depuis une décennie maintenant, glissant à travers les zones de guerre, portant la mort dans son courant. Jamais vu, toujours ressenti. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur de la réserve Lakota illumina l'écran. J'ai vu les nouvelles sur les otages. Je sais que tu ne peux rien me dire, mais sois prudente. Ton neveu demande toujours quand tante Lena rentrera à la maison. Elle fixa les mots. Son neveu avait 8 ans, le même âge qu'elle quand son grand-père lui avait mis son fusil entre les mains pour la première fois. Elle avait promis de l'emmener chasser cet hiver pour lui transmettre les leçons qu'il avait façonnées. Mais d'abord, 32 Américains devaient vivre assez longtemps pour revoir leur propre famille. La lourde porte s'ouvrit, et le sergent-chef principal Cole, un opérateur Delta chevronné, entra dans le couloir. Il l'étudia avec le calme mesuré d'un homme qui avait vu trop de missions mal tournées. « J'ai lu votre dossier, dit-il calmement.
Ce tir en Syrie, 1240 mètres avec des munitions rechargées. Cela aurait dû être impossible. Même le 338 Lapua ne repousse généralement pas cette limite. La réponse de Lena fut constante, presque désinvolte. Tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Le sergent-chef principal Cole lui tendit un dossier scellé. Votre équipe de soutien. Nous partons dans 6 heures. Au fait, les SEALS ont un pari en cours. 50 000 $ que vous ne ferez même pas le tir. Lena esquissa le plus léger des sourires. Dites-leur que je ne parie pas sur la fierté. Seulement sur mon entraînement. Province de Helmand, Afghanistan. 2 heures. Lena se glissa dans le canal sombre à près de 3 km du complexe cible. Une combinaison de 5 mm avec des couches thermiques collait à son corps, retenant une chaleur précieuse tandis que l'eau glaciale la recouvrait. Derrière elle, le sergent-chef principal Cole et le sergent de première classe Ramirez établirent une position de surveillance à 1600 mètres, leurs optiques thermiques verrouillées sur sa silhouette jusqu'à ce qu'elle se fonde dans l'arrière-plan froid. Ghost 206 entre dans la rivière, murmura Lena à travers son micro à conduction osseuse, sa voix perturbant à peine la nuit. Le courant était plus fort que prévu, alimenté par la fonte des neiges des montagnes lointaines. La profondeur variait de manière imprévisible, parfois juste 1,20 m, parfois près de 1,80 m. Lena resta accroupie dans les canaux plus profonds, son recycleur en circuit fermé garantissant qu'aucune bulle trahison ne remonte à la surface. 90 minutes plus tard, sa température corporelle avait chuté à 35 degrés Celsius, toujours dans ses limites, mais un territoire dangereux néanmoins. Dans son esprit, la voix de son grand-père revint. Le froid n'est rien d'autre qu'un autre environnement, mon enfant. Respecte-le. Endure-le, et il te respectera en retour. Finalement, elle atteignit sa cachette choisie, à 450 mètres du bâtiment central du complexe, où des débris de tempête s'étaient accumulés en une couverture naturelle. S'installant, elle leva sa lunette et commença son décompte. 17 gardes, la routine et le rythme de chaque homme mémorisé. À 4 heures, Karim Dastan lui-même apparut, s'arrêtant pour prier. Le réticule de Lena s'aligna parfaitement avec sa tempe. Elle aurait pu mettre fin à la mission à ce moment-là, mais sans savoir où les otages étaient retenus, une élimination prématurée pourrait condamner 32 vies. Elle resta immobile. La voix de Cole bourdonna à son oreille. Le flux Predator montre des signatures thermiques, plusieurs corps, bâtiment nord-ouest, étage inférieur. Quelques instants plus tard, Lena regarda Dastan se diriger vers ce même bâtiment. 2 gardes le suivaient avec des plateaux transportant exactement 32 portions de nourriture. Un soupir de soulagement la traversa. Preuve que les otages étaient vivants. À 5h30, l'aube commença à agiter le complexe. Les gardes changeaient de quart. Les mouvements s'intensifiaient. Lena continua de marquer les visages, notant chaque détail. Puis Dastan réapparut, cette fois-ci tenant une caméra vidéo. Son pouls s'arrêta. Exécution. L'un de ses hommes tira un contractant américain à genoux dans la poussière. La respiration de Lena ralentit jusqu'à presque cesser. Portée 447 mètres. Vent 6000 par heure pleine valeur. Le monde se réduisit à un seul point. La mécanique d'un tir parfait. L'eau perla et glissa du canon de son fusil alors qu'elle le soulevait juste au-dessus de la surface, dégageant l'optique. Son corps était en pleine hypothermie, 33,9 degrés Celsius, mais ses mains restaient parfaitement stables, guidées par la détermination et la mémoire musculaire entraînée. Dastan leva son pistolet, commençant sa tirade de propagande. Crac! Son premier coup déchira son lobe temporal, l'abattant en pleine phrase. Avant que son corps ne touche le sol, Lena avait déjà rechargé le mécanisme. Le deuxième coup s'écrasa dans la poitrine du caméraman. Le troisième transperça le garde, retenant le contractant. Le chaos éclata instantanément. Les combattants se précipitèrent vers le corps de Dastan, s'exposant comme des cibles faciles. Lena retrouva son rythme. Culasse. Respire. Presse. Cycle. Respire. Presse. Cycle. 5 tirs en 20 secondes, chaque balle trouvant sa cible avec une précision chirurgicale. Dans son oreille, la voix du sergent-chef principal Cole traversa le statique. Delta et SEALS en approche.
3 minutes. Lena s'ajusta instantanément, déplaçant sa visée vers le sous-sol. À travers une fenêtre à peine plus large qu'une assiette, elle glissa une balle dans la poitrine d'un garde posté à l'intérieur. Un autre combattant leva son arme pour exécuter des otages, mais sa balle l'abattit en plein mouvement. 2 autres gardes repérèrent la légère ondulation de son canon et déchaînèrent un barrage de tirs des AK-47 sur le canal, mais les balles perdirent leur énergie à moins d'1 mètre, s'éclatant inoffensivement dans le courant. Lena laissa l'eau la transporter en aval de 20 mètres avant de refaire surface derrière une nouvelle couverture. 2 tirs rapides plus tard, 2 ennemis de plus s'effondrèrent. À l'horizon, le tonnerre des rotors brisa la nuit. Des MH-60 Black Hawk rugirent. Des opérateurs de la Delta Force descendaient en rappel rapide dans le complexe tandis que les SEALS sécurisaient le périmètre. La fusillade fut terminée en moins d'1 minute. À ce moment-là, Lena avait déjà éliminé 15 des 24 gardes avant même que les bottes de quiconque ne touchent le sol. Elle tituba vers son point d'extraction, ses muscles tremblants d'épuisement. Quand Cole la sortit du canal, sa température corporelle était descendue à 32,7 degrés Celsius, profondément en hypothermie. Elle tremblait de manière incontrôlable, mais ses yeux restaient ouverts, alertes et provocateurs. Fort Dominion, Virginie, 6 semaines plus tard. Lena se tenait de nouveau dans la salle de conférence. Une étoile d'argent fraîchement épinglée brillait sur sa poitrine alors que sa recommandation pour la croix du service distingué progressait dans les canaux. Les mêmes 15 hommes qui l'avaient autrefois douté se levèrent et applaudirent, un geste presque inédit dans le monde des opérations spéciales. Le général lui tendit une enveloppe. Les 50 000 des SEALS. Ils veulent que vous l'ayez. À l'intérieur, Lena trouva non seulement un chèque, mais aussi une note. Ghost 206. Vous êtes invité à enseigner notre cours de natation de combat. Nous devons apprendre l'eau comme vous. Commandement des opérations spéciales navales. Le commandant de la Delta Force qui avait autrefois raillé ses capacités s'avança, sa voix lourde de regret. Je vous dois des excuses. Mon frère était l'un des contractants que vous avez sauvés. La réponse de Lena fut calme, presque douce. Pas besoin d'excuses, commandant. Je ne faisais que le travail pour lequel j'ai été formé. Plus tard, elle s'assit près d'une rivière tranquille près de Fort Dominion. Le téléphone pressé contre son oreille tandis que la voix de son neveu gazouillait d'excitation. Tante Lena, quand rentres-tu à la maison? La semaine prochaine, petit guerrier, promit-elle. Je t'apprendrai à tirer comme ton arrière-grand-père m'a appris. Tu me parleras de la rivière? Demanda-t-il. Elle sourit en regardant l'eau couler à côté d'elle. La rivière se souvient de tout, mon enfant, mais elle ne partage ses secrets qu'avec ceux qui la respectent. Cette nuit-là, à travers les canaux privés de la communauté des opérations spéciales, un seul message pulsa silencieusement à travers le réseau. Le spectre de la rivière est réel, et elle nous appartient. Le sergent-chef Lena Grave reprit son rôle à l'école de tireurs d'élite. Ses élèves plaisantaient souvent en disant que leur instructeur pouvait disparaître dans l'eau. Ils n'avaient jamais réalisé à quel point la blague était littérale. Les 32 contractants qu'elle avait sauvés établiraient plus tard une fondation au nom de son grand-père, fournissant du matériel de tir et de la formation aux réserves amérindiennes à travers le pays. Lena elle-même n'a jamais parlé publiquement de la mission. Après tout, les rivières gardent leurs secrets.